Bien, avant de... Alors, qu'est-ce que nous avons jusqu'à présent? Donc, tout ce que nous avons, c'est que nous avons l'application une fois démarrée. Alors, il est déjà authentifié, donc c'est pas ce que je veux. Donc, toutes les opérations nécessitent une authentification. Donc, nous avons défini des utilisateurs pour le moment. Alors, les utilisateurs sont des utilisateurs in memory. Donc, admin, prof 1, étudiant 1, SCO 1. Donc, ils ont des rôles qui sont différents. Et après, un utilisateur, en principe, s'il a le bon rôle, admin par exemple, il pourra consulter les étudiants et également il pourra ajouter des étudiants. Alors ça c'est ce que nous avons montré. Alors qu'un utilisateur, par exemple étudiant, une fois authentifié, il aura la possibilité bien sûr de consulter. Mais par contre, on a vu qu'il n'a pas le droit d'ajouter. Donc, vous voyez donc, il n'a pas le droit. C'est bon? Alors, maintenant, avant de passer à la suite, on va juste ajouter une méthode qui permet de consulter l'utilisateur authentifié. Alors, vous savez, ça c'est important, vous en aurez besoin dans l'application. Comment récupérer l'utilisateur qui est authentifié avec ses rôles? Parce que vous pouvez les utiliser dans l'application. C'est d'ailleurs notre cas. L'application qu'on va créer à la fin devrait ressembler à ça. Alors jusqu'à présent, bon, on a créé le formulaire d'authentification. Donc l'application, on va juste tout en haut, on va afficher l'utilisateur authentifié, c'est admin. En même temps, on va afficher les rôles. Donc sachant que c'est une application web, donc on aura besoin d'avoir ces informations. Bien sûr, c'est pas pour les afficher, mais plutôt pour les utiliser dans l'application. C'est d'ailleurs le cas dans votre application de la gestion des comptes. Quand un employé veut, par exemple, effectuer un versement, un retrait, oui, ce que vous allez récupérer l'employé, c'est l'employé authentifié. Donc, c'est un utilisateur identifié. Donc, vous avez déjà la référence, donc vous pouvez la récupérer. Alors, pour cela, donc, je vais créer une méthode dans le service RESTful, une méthode qui permet de retourner en format JSON un objet de type map. La clé c'est un string et la valeur c'est un objet. Get, on va l'appeler getLoggedUser. Alors ça c'est une méthode juste qu'on va utiliser dans notre cas, mais de toute façon il est toujours présente. GetUser, consulter l'utilisateur authentifié, c'est des méthodes que vous allez trouver. Alors pour accéder donc à cette méthode-là, on va utiliser request mapping. Value égale getLoggedUser. Alors pour cela, donc vous avez besoin de récupérer. En fait, qu'est-ce qu'il fait Spring Security? Quand il y a un utilisateur authentifié, il stocke les données dans la session. Alors pour récupérer donc la session courante, donc vous passez via l'objet HTTP session. Alors vous déclarez l'objet HTTP session. Alors en fait, de toute façon, Spring il injecte. Alors quand vous lui dites je veux l'objet HTTP session, donc automatiquement dans votre méthode il va injecter la session courante. Vous pouvez également partir à partir de l'objet HTTP servlet request. Et ça vous l'oubliez souvent. Pourquoi? HTTP servlet. Alors vous savez que dans une servlet, vous vous rappelez?
Il y a deux objets, HTTP Servlet Request et HTTP Servlet Response. Alors quand vous travaillez avec Spring MVC, vous les utilisez plus. Mais si vous en aurez besoin, ben c'est très simple. Il suffit de déclarer un objet de type HTTP Servlet Request. Et ici, donc, vous pouvez récupérer ce que vous voulez, request.getParameter, etc. Donc si vous en aurez besoin. Alors sachant que Spring, en principe, il vous donne toutes les annotations possibles pour ne plus utiliser l'objet HTTP Servlet Request. Alors, à partir de l'objet HTTP Servlet Request, vous récupérez la session. Comment? HTTP session, ça vous le savez également. Session, HTTP session égale HTTP Servlet Request .get session. C'est normal parce que c'est à partir de l'objet request que je récupère la session. Alors maintenant, à vrai dire, vous n'avez pas besoin de faire ça si vous avez déclaré directement l'objet HTTP session. Donc vous déclarez HTTP session, vous avez déjà l'objet HTTP session. Mais si vous voulez travailler d'une manière générale, c'est comme ça. Alors maintenant, à partir de l'objet HTTP session, je vais récupérer le security context, le contexte de sécurité de Spring. Comme Spring Security, il utilise un objet dans lequel il stocke toutes les informations concernant le contexte de sécurité. Donc je vais déclarer un objet sécurité context. Alors security context. Security context de Spring. Context. Alors security context égale, c'est HTTP session. HTTP session. HTTP session. Point get attribute. Donc en fait, Spring il stocke dans la session un attribut qui s'appelle Spring en majuscule comme ça. Spring sécurité context underscore. Vous faites un sous-casting vers l'objet sécurité context. Alors Spring Security Context. Donc vous récupérez donc le contexte de la sécurité. Alors quand vous êtes dans la couche web, c'est comme ça que vous déclarez donc l'objet Spring Security Context. Sinon, vous demandez à Spring de l'injecter. Alors si vous voulez l'injecter, vous utilisez la notation AutoWire. Alors si vous mettez AutoWire, ça veut dire que vous demandez à Spring d'injecter l'objet Security Context et vous le laissez lui-même récupérer donc l'objet Security Context et après l'injecter. Bon. Mais là, je vous montre comment le faire d'une manière manuelle. Comme ça, vous maîtrisez mieux la chose. Alors maintenant, à partir de là, donc, je veux l'utilisateur authentifié. Donc, string username. C'est à partir de l'objet donc security context. .get authentication. .get name. Alors ça, c'est le nom de l'utilisateur. Username. Authentifié. Alors maintenant, vous voulez les rôles. Alors les rôles, je vais les stocker dans une liste. Liste de string. Les rôles égale security context point get authentication d'abord égale new array list tout d'abord. Array list. Et après je vais faire une boucle. Alors, à partir de Spring, plutôt Security Context, point get authentication, point get authorities. En fait, la méthode get authorities, il permet de retourner une collection. D'ailleurs, si vous regardez qu'est-ce qu'il retourne, une collection d'objets de type granted authority. Donc, ça veut dire ici, donc, vous allez utiliser pour chaque objet granted authority, GA, 2 points. Alors pour chaque autorité, c'est-à-dire pour chaque rôle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser tout simplement role.add, c'est GA, granted authority.get autorité. Alors qu'est-ce que je viens de récupérer? Je viens de récupérer tous les rôles de l'utilisateur. Et après, je vais les ajouter à l'objet de type map. Je vais créer un objet map
de string object. Donc params égale new hmap. Hmap. Et après, je vais ajouter ça, params.put. Alors, il y a un paramètre que je vais appeler username. La valeur, c'est username que j'ai récupéré. Params.put roles, les rôles. Et je vais mettre ici les rôles. Tout simplement. Et après, je vais retourner à la fin params. Voilà, ici, donc, cette méthode-là, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de retourner. C'est utilitaire, vous pouvez la définir comme vous voulez, mais vous avez une idée sur, à n'importe quel moment donné de votre application, vous savez l'identité de l'utilisateur qui est authentifié. Alors, on va la tester. Vous suivez? Je crois que j'ai plein d'enregistrements dans la base de données. Alors, la méthode get logged user. Alors, bien sûr, ça nécessite une authentification. On n'a pas spécifié les rôles, donc normalement, n'importe quel utilisateur a le droit d'accéder. Alors, nous avons donc quelque chose d'important. Alors, vous voyez donc l'utilisateur qui est authentifié ici, c'est étudiant 1. Le rôle, c'est quoi le rôle? Il y a rôle étudiant. Alors, on va regarder par exemple admin 1, 2, 3. Alors, get logged user. Alors, je vois bien, username, c'est admin. Les rôles, c'est rôle admin, rôle prof. Vous voyez bien que c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, Spring Security, il ajoute toujours le préfixe rôle par défaut. Alors, c'est une méthode très utile pour l'application. Parce que de toute façon, comme je disais, par exemple, à chaque fois que vous voulez faire une opération dans la base de données, vous aurez besoin de récupérer l'identité de l'utilisateur qui a fait l'opération pour un peu avoir le suivi, bien sûr, donc des données créées par des utilisateurs. Alors ça, c'est la partie faite. Alors maintenant, on va revenir à la partie de la gestion des utilisateurs dans une base de données. Pourquoi? Parce que pour le moment, nous avons une application qui a l'air de bien marcher, mais sauf qu'on suppose que les utilisateurs sont stockés dans la mémoire. Nous avons bien ici une memory authentication. Alors ça signifie que ici, à chaque fois, si vous voulez ajouter un utilisateur, il va falloir modifier le code source, donc c'est pas forcément une bonne chose. Alors ce qui se fait généralement, c'est que vous aurez besoin de gérer les utilisateurs et les rôles. Alors maintenant, dans notre cas, nous avons un utilisateur peut avoir plusieurs rôles et un rôle peut avoir plusieurs utilisateurs. Donc on va créer l'entité user, l'entité rôle. On va générer les tables et après par la suite, on va créer des services qui permettent donc de gérer donc les utilisateurs. Donc dans les entités, on va créer tout d'abord l'entité rôle. Alors rôle implements serializable. Alors chaque rôle a un nom, string, on va l'appeler rôle, du coup, et après une description. String, la description du rôle, si vous voulez. Et après, le reste, get, set. Qu'est-ce qui reste? Un constructeur sans paramètres. Voilà. Alors, c'est une entité. La notation ID. Alors, ça suffit. Alors, on va créer l'entité user. Alors, l'entité user serializable.
Alors c'est une entité, la même chose. On va définir le nom de la table. User, si vous voulez. Name égal. Et après, on va définir donc le ID, c'est le username, string username. On peut l'appeler comme on veut. Pour le moment, vos attributs, vous les appelez comme vous voulez, pas de problème. Password, string. Et après, vous aurez besoin d'une collection de rôles. Parce qu'il y a une association mini to mini. Private collection. Les rôles. Alors, vous pouvez la garder unidirectionnelle. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une association bidirectionnelle. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt quand j'ai un utilisateur, je connais les rôles. Donc, j'ai bien les constructeurs sans paramètres, les getters, etc. C'est tout. C'est bon? Il reste la notation ID et la notation mini to mini. Et vous mettez le nom de la table. Join table. Join table. Join table. Alors le nom, name, égal, on va l'appeler users. Or. Par défaut, il va l'appeler user role. Tout à fait. Alors, en principe, si vous essayez de redémarrer, vous allez voir déjà, il va créer les tables nécessaires pour stocker ces données. Alors, la base de données. Alors, nous avons donc la table users, la table role et la table d'association. Alors, vous voyez, donc les champs, il les a appelés par défaut les clés étrangères, users, username, users, plutôt role, role. Bon, parce qu'on n'a pas donné les noms des colonnes. Alors, si vous voulez maintenant ajouter des utilisateurs, vous pouvez les ajouter directement ici. Vous pouvez les ajouter à partir d'un service. On va créer un service RESTful qui permet de faire ces opérations. Parce que l'application, il devrait également permettre de faire ces opérations. Mais pour le moment, juste pour tester, on va ajouter un utilisateur inséré. Un utilisateur qu'on va appeler admin. Le mot de passe n'est pas pour le moment crypté, mais en principe, après, il faut le crypter avec MD5. Ajouter. J'ajoute également un utilisateur prof1, mot de passe 1, 2, 3. J'ajoute prof2, mot de passe 1, 2, 3. J'ajoute également étudiant 1, mot de passe 1, 2, 3, étudiant 2, 1, 2, 3. Et scolarité. Scolarité 1, 1, 2, 3. Et scolarité 2, 1, 2, 3. Bon, j'ai des utilisateurs, j'ai les rôles, insérer des rôles. Alors ici le rôle admin. Bon, la description, peu importe. J'ai le rôle prof. Insérer. J'ai le rôle étudiant. Et j'ai le rôle scolarité. Scolarité. Alors j'ai donc les rôles, ils sont là. Je vais ajouter donc les rôles users.
affecté. Insérer. Alors pour l'utilisateur, par exemple, admin, on va lui affecter le rôle admin. Ajouter. Insérer. Pour l'utilisateur admin, je lui affecte également le rôle prof. Ajouter. Pour l'utilisateur étudiant 1, je lui affecte le rôle étudiant. Ajouter. Pour l'étudiant 2, je lui affecte le rôle étudiant. Pour l'étudiant prof 1, je lui donne le rôle prof. Prof 2, je lui donne le rôle prof. Et j'ai encore scolarité 1 avec le rôle scolarité. Scolarité 2 avec le rôle scolarité. En tout cas, j'ai j'ai les rôles ici, c'est-à-dire qu'ils sont affectés. Donc, je peux définir pour moi les utilisateurs, les rôles comme je veux. Alors, en fait, ce que j'ai oublié, c'est que d'une manière générale, Spring, il ajoute souvent un attribut. Pour user, vous ajoutez un attribut actived, de type booléen. Parce qu'en fait, dans l'application, vous pouvez avoir des utilisateurs, mais qui sont désactivés. Donnez la possibilité désactiver un utilisateur. Alors, ce que je vais faire ici, donc je vais l'ajouter. Alors, si vous voulez, c'est pas obligatoire, mais c'est juste pour garder un peu le booléen actived. Alors, vous l'ajoutez au constructeur. Si vous voulez un constructeur avec paramètres, parce que je peux créer un autre. Donc, je vais mettre les 3 paramètres. Et après, getSet. Alors, si vous redémarrez, il ne va pas mettre à jour la table, parce que la table elle est déjà créée. On n'a pas également envie de supprimer la table parce qu'on a saisi des données. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste ajouter le champ active. On va l'ajouter directement dans users, structure. Monsieur, déjà, la stratégie, c'est update. Lorsqu'on va démarrer l'application, on va l'ajouter. Update, c'est pour les données, c'est pas pour la structure. Non, update c'est pour la table. Il vérifie si la table est créée. Alors d'ailleurs, si vous allez remarquer, est-ce qu'il va faire cette histoire-là? Il l'a fait, donc il n'y a pas de problème. Donc, je remets. Alors, Monsieur, ce qui est update, c'est ce qui ne fait pas. Si on change le type d'un champ, par exemple, si c'était un string et vous avez changé le type. En int, par exemple, il ne va pas la prendre en considération. Dans ce cas, on doit la faire manuellement. Par contre, en ajoutant un champ, il va l'ajouter. Il y a ça, mais aussi, ce qui est sûr, moi, ce dont je suis sûr, c'est que dans les versions de Hibernate, il y a des versions qui ne prennent pas en considération ça. Donc, c'est-à-dire, si vous faites la modification, vous redémarrez si vous voyez pas qu'il n'est pas généré, parce qu'il y a des versions de Hibernate, notamment, qui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il va voir est-ce qu'il y a la table. S'il y a la table, il n'essaie pas de chercher à changer la structure, mais c'est comme ça, c'est beaucoup mieux, c'est parfait. Et sauf qu'on a besoin d'activer ces utilisateurs. Donc, vous considérez que le 0 c'est activé. C'est pas toi qui vas considérer, c'est Spring sécurité. Spring, il a besoin, vous lui donnez une requête, pour lui, il a besoin de savoir est-ce que l'utilisateur est activé ou pas. Allez-y. Alors pour faire plaisir aux gens qui aiment le SQL, update users
user set activate égale à 1. Ça, et puis, vous avez raison. Comme quoi, c'est toujours bien. Alors, maintenant, on a créé les utilisateurs, on a des utilisateurs. Maintenant, on va essayer de changer dans la configuration sécurité config. Alors ça tient plus. On va la mettre en commentaire. On veut plus ça. On veut plus des utilisateurs en mémoire. Mais par contre, on va utiliser GDBC authentication. Voilà. Point. Tout d'abord, vous spécifiez le data source. Quel est le data source? C'est-à-dire quelle base de données? Alors, si vous voulez utiliser la même base de données, c'est-à-dire vous utilisez le data source qui est déjà déployé, que vous avez spécifié dans application.properties, c'est très simple. Il suffit donc de déclarer ici un objet data source. Data source. Avec la notation auto-wired. Ça, c'est ça la magie de Spring. Auto-wired, c'est-à-dire je lui cherche moi l'objet que tu as déjà créé, que tu as déjà déployé, tu vas l'injecter. Donc vous voyez, donc avec AutoWire ici, il va injecter l'objet Authentication Manager Builder et également il va injecter le data source. Alors ici, donc le data source, c'est data source directement, on l'a ici. Point data source. Alors qu'est-ce que... Ah, est-ce que j'ai le bon package? Data source de SQL. Attention, c'est pas le bon. Donc java.sql. Donc data source. Et après vous ajoutez les requêtes. Elles sont là les requêtes. Donc vous écrivez la requête SQL, deux requêtes SQL. Vous allez écrire quelles sont la requête que Spring Security va exécuter pour récupérer tout d'abord l'utilisateur, pour voir est-ce qu'il existe, est-ce que le mot de passe est bon. Ça, c'est lui qui va le faire. Il a besoin par la suite d'exécuter une requête pour récupérer les rôles de cet utilisateur. Alors pour cela, donc on va utiliser, voilà, on va utiliser with, plutôt point users by username query. Alors la requête. Maintenant, il faut que ça soit adapté à votre base de données. Donc select. Dans notre base de données, la table s'appelle users et le champ s'appelle username. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Username, pourquoi? Vous l'appelez comme vous voulez, mais vous devrez ajouter ça as principal, parce qu'il faut indiquer à Spring Security que c'est ça le nom de l'utilisateur. Parce que pour lui, vous lui donnez un result set qui contient le principal. Password as credentials. Donc la même chose, il faut absolument utiliser, comme quoi le password c'est le credentials. Alors ça c'est pour Spring Security. Et après vous ajoutez activate. Alors si vous mettez true, ça veut dire que vous supposez que là, même si on n'avait pas ajouté la colonne activate, donc on va lui dire que tous les utilisateurs que tu vas sélectionner, on va supposer qu'ils sont activés. Sinon vous mettez la colonne activate. From la table users, notre table s'appelle users, where username égale point d'interrogation. Alors maintenant vous lui laissez, parce que c'est lui qui va lire les données saisies dans le formulaire, il connaît déjà username et password, donc il va exécuter cette requête avec username qui a été saisi par l'utilisateur, il récupère l'utilisateur, il compare le mot de passe, alors si c'est bon, il va exécuter la requête suivante avec la méthode de authorities by query name, by user name query. Alors la même chose ici, on va utiliser. Maintenant, où est-ce qu'on va récupérer les rôles? C'est dans la table users role. C'est là où il y a les rôles, n'est-ce pas? Donc on va lui demander de récupérer select. La table, comment il s'appelle? Alors, la colonne s'appelle users username. C'est la même.
pas, username, as principal, et la colonne role s'appelle role. C'est la même chose. Role. As role, ça c'est un mot qu'il faut spécifier, il faut lui indiquer comme quoi c'est le rôle, n'est-ce pas? From, la table s'appelle users role. C'est bien, c'est notre table ici. Users roles. Where, à nouveau, donc users, username égale point d'interrogation. C'est-à-dire, on va spécifier where, je connais username, il va me récupérer les rôles. Et vous avez réglé le problème, mais si vous voulez ajouter le préfixe, si vous ne le mettez pas, par défaut, il ajoute rose underscore. Si vous voulez le personnaliser, vous mettez rose préfixe rose underscore. C'est-à-dire que le nom du rôle, il va lui ajouter le préfixe. D'ailleurs, par défaut, c'est ce qu'il fait, n'est-ce pas? Alors, on va vérifier maintenant si ça marche. Donc, on vient de changer, de changer donc la source de stockage des utilisateurs de la mémoire vers une base de données. Alors, admin, vous voyez donc ça marche. Alors, on a créé SCO2. Ça marche. Get logged user. Alors, vous voyez bien, donc SCO2, il a le rôle scolarité. Prof2. Prof2 a le rôle prof. Alors, ça veut dire, donc maintenant, on vient de basculer vers ça. Alors maintenant, il faudrait juste ajouter un service RESTful pour gérer les utilisateurs et les rôles. Alors, ça, pourquoi? Parce que dans votre application, vous aurez l'administrateur a le droit d'ajouter ça. Sinon, vous allez toujours faire appel à l'interface phpMyAdmin pour ajouter les rôles dans la base de données. Bon, c'est toujours quelque chose de très, très utile. C'est-à-dire que avant de créer des formulaires dans votre application qui permettent de faire ces opérations, parfois l'administrateur il essaie donc d'accéder à ça d'une manière un peu discrète. C'est-à-dire on n'y accède pas via l'application, parfois pour des raisons de sécurité. Peut-être l'administrateur il aimerait bien faire tout ça avec des SQL. Chaque fois qu'il veut ajouter un utilisateur, il crée des requêtes SQL pour affecter les rôles, pour changer, pour activer, désactiver. Donc, en tout cas, dans notre cas, on va créer un service RESTful. On va créer les deux interfaces. Tout d'abord, GPA Repository. User Repository. Extend GPA Repository. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là? C'est pas string, c'est l'entité s'appelle user. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a plein de class user, le bon package. Vous passez parfois beaucoup de temps à régler ces problèmes-là. Il faut être sûr d'avoir importé le bon package. Donc, ça, c'est pour la gestion des utilisateurs. Et également, on va créer une interface pour la gestion des rôles repository. GPA repository. Rôle, la même chose. Il y a plein de classes rôles. Il y en a plein. Le ID, il est de type string. On crée le service. User REST service.
Alors on va utiliser request, c'est pas request, c'est rest controller. Alors pour gérer les utilisateurs, donc on va utiliser user repository. Non. AutoWired. Alors on a besoin d'ajouter un utilisateur. Public user. Save. User U. Return. Et point, user repository point save. Voilà. La même chose ici, donc pour y accéder, donc on va utiliser request mapping. Alors la même chose, on va faire plus simple pour le moment. Value. On va utiliser get, donc c'est-à-dire add user. Après, il faut changer vers post. Et on va consulter la liste des utilisateurs. Liste. Alors, liste user. Find all. Return. Users repository point find all. Request mapping value égale find users par exemple. Ça va? Vous êtes ici? Alors je ne suis pas sûr que les gens qui sont derrière sont en train de faire des choses. Alors on va ajouter, si vous voulez, vous créer un autre service pour gérer les rôles, n'est-ce pas? Si vous êtes dans l'approche microservice, vous pouvez faire ça, mais vous pouvez, dans le même service, vous pouvez également gérer les rôles. Alors si vous voulez le faire, vous n'avez qu'à déclarer également un attribut de type roles repository. Role repository. Role repository. Vous injectez ça avec la notation AutoWired. Et on va faire la même chose. Une méthode qui permet d'ajouter un rôle et une méthode qui permet de retourner tous les rôles. Alors j'ai copié quelque chose qu'il ne fallait pas copier. Save role. Là on va mettre add role. Ici c'est le rôle R. Role repository. Importer l'entité role R. Alors find les rôles. On va retourner une liste de rôles. Role repository.find all. Find roles. On ne peut pas avoir la méthode avec le même nom. Donc j'ai les méthodes, mais il me faut une méthode importante, c'est associer, affecter un rôle à un utilisateur. Donc on va l'ajouter ici. Public. Alors on va retourner user, si vous voulez. User. Voilà, la méthode, on va l'appeler add role to user. Alors on va donner deux informations. String username et string role. Avec request mapping.
value égale. Un tableau de rôle. Comment? On peut passer un tableau de rôle. Oui. Vous pouvez passer un tableau de rôle si vous voulez directement affecter un ensemble de rôles dans la même requête. Tout à fait. Ah ben ici, donc, pour ajouter un rôle, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut charger l'utilisateur. Alors, user U égale, donc, user repository point find one. Username. J'ai l'utilisateur. J'ai le rôle. Rôle R égale rôle repository point find one rôle. Et on va les ajouter. Donc U point get role. J'accède à la collection des rôles. J'appelle la méthode add. Add quoi? R. Et c'est tout. Et après, il faut enregistrer l'utilisateur, c'est-à-dire avec user repository. On va lui demander de faire un save. Mais en fait, quand vous lui dites save, lui, ce qu'il va faire, parce qu'il sait déjà que l'utilisateur, il est déjà dans la base. Donc lui, il va faire update. Mais qu'est-ce qu'il va faire update? Qu'est-ce qui a changé dans l'objet? Que la liste des rôles. Automatiquement, il va vers la table users role, il va affecter le rôle comme il faut. Et après, on va retourner. Alors, si vous voulez que c'est-à-dire toutes les méthodes de ce service-là, il ne devrait être accessible qu'à l'administrateur. Donc, ça veut dire que vous allez ajouter à nouveau la notation secured values égale role admin. Vous voyez, donc cette annotation-là, je ne l'ai pas mis sur les méthodes, mais je l'ai mis sur le service. Ça veut dire que toutes les méthodes sont... À mon avis, bon, ça devrait marcher. Alors, on va vérifier donc cette fonctionnalité. Admin. Je suis authentifié. Je voudrais ajouter un utilisateur, c'est @user. Alors, pour ajouter l'utilisateur, donc pour moi, username égale par exemple étudiant 3. Je vais ajouter un étudiant 3. And password égale 1, 2, 3. L'utilisateur il est ajouté. Je vais ajouter un autre utilisateur 4. Prof 3. Prof 3. Password 1, 2, 3. J'ajoute un nouveau un rôle. Un nouveau rôle, donc add rôle. Alors, on a utilisé rôle tout court comme attribut. Rôle égale invité. Ça marche? Je veux affecter maintenant l'utilisateur étudiant 3 add role to user. Donc, je lui donne username égale étudiant 3. Je vais lui affecter le rôle égale invité. Ça marche. Alors, étudiant 3, il a le mot de passe. Voilà, il est activé. Voilà ses rôles. Invité pour le moment. Alors, je vais lui ajouter également un autre rôle, étudiant. Vous voyez donc qu'il retourne. Là maintenant il a deux rôles. Il y a le rôle invité et le rôle étudiant. Alors donc les rôles ont été bien ajoutés. Vous voyez donc le rôle invité, il est là. Et vous avez également le rôle users role. Ils sont là.
Donc, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de passer vers phpMyAdmin comme ça en cachette pour ajouter, mais vous avez directement via un microservice carrément qui permet de gérer les utilisateurs. Alors, généralement, dans les applications, le microservice de gestion des utilisateurs il peut être déployé indépendamment. C'est-à-dire, vous centralisez tous les utilisateurs, les droits d'accès de l'entreprise. Parfois, au lieu d'utiliser des bases de données, on peut utiliser une authentification basée sur un annuaire LDAP. Et vous avez tout. Alors ici, donc, dans Security Config, alors si vous lui dites authentication. LDAP authentication, hop, et après vous n'avez qu'à paramétrer donc c'est-à-dire les éléments pour pouvoir accéder à l'annuaire pour récupérer les utilisateurs et les rôles. Et vous pouvez encore aller plus loin, faire une authentification sur Google ou bien sur Facebook, parce qu'en fait, vous pouvez toujours utiliser donc ces fonctionnalités-là pour faire l'authentification. Alors pour nous, donc, on a vu l'essentiel, c'est-à-dire gérer les utilisateurs sont stockés dans la base de données. Ce qu'on n'a pas vérifié, est-ce que là, cette annotation, si on est authentifié en tant qu'un utilisateur, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Je suis prof 1. Je veux ajouter un utilisateur. Add user. Je vais ajouter un prof 4. Vous voyez, ça ne marche pas. Ça veut dire que le service pour la gestion des utilisateurs, il faut que je sois un administrateur pour faire ces opérations-là. C'est bon? Alors donc, on a fait le tour de tout ce qu'il fallait. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Angular, Bootstrap, HTML. Angular, Bootstrap, HTML. Et après, vous allez essayer donc de faire l'application comme ça. Alors, on va commencer par créer déjà pour un peu faire on va utiliser Bootstrap pour voir déjà que le problème n'est pas complètement réglé pour le formulaire d'authentification. Oui. Est-ce qu'il y a une méthode pour savoir quelles sont les méthodes autorisées pour un rôle donné? Parce que par la suite, on aura besoin de spécifier un menu de fonctionnalités pour chaque utilisateur. Donc, on aura besoin de mettre dans ce menu quelles sont les méthodes autorisées pour ce dernier. C'est pas Spring qui va te donner ça, mais en principe, en fait, c'est-à-dire c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas Spring qui va te donner quels sont les rôles, mais c'est parce que tu connais déjà les rôles de chaque utilisateur que tu utilises les annotations. Donc ça veut dire que dans ton application, tu peux définir un menu en fonction des rôles, mais après activer une fonctionnalité selon le rôle. Maintenant, vous savez, c'est très simple. Du moment que vous avez, justement, du moment que vous connaissez dans votre application, vous connaissez ça, vous pouvez donc jouer sur ça, vous l'activez ou pas. Je veux savoir est-ce que Spring donne une possibilité? Non, il ne le donne pas. À mon avis, c'est pas important. Alors, on va revenir sur le formulaire d'authentification. On a besoin d'ajouter Bootstrap. Alors, je vais juste prendre bootstrap.css. Bootstrap.css. Alors, où est-ce que je vais le trouver? Il est partout. Source, ressources, Bootstrap. Je veux pas tout ça, je veux juste ça. Bootstrapmin.css. Alors, je le mets dans le dossier. Alors, dans statique, je vais créer un dossier CSS. Alors, new folder, CSS, coller. Donc, j'ai ici Bootstrap. Alors, c'est donc maintenant dans le template, login. Alors, on va inclure donc Bootstrap. Donc, on va utiliser link rel égale style sheet. C'est bien écrit? Le type
texte / CSS. href. href, il faut mettre maintenant. CSS. Ah oui, regardez. On est dans template, mais ça, il se trouve dans statique. Alors ici pour l'éditeur, on va lui dire ./statique, ./statique, machin. Donc je fais une petite montagne. Mais le problème, si vous le laissez comme ça, quand vous allez consulter, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que quand vous accédez à la page, pour lui, c'est-à-dire statique, c'est la racine du contexte de contexte de l'application web. Donc quand il fait point statique, ça ne marchera pas. Alors maintenant, je vais demander à Teamleaf de href. href, je vais utiliser @. Et bien tout simplement, je prends que ça. Donc, pour lui, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Teamleaf va générer la page HTML, il ne va pas utiliser ça. Il va utiliser plutôt ça. Donc c'est-à-dire, maintenant, ça va vous servir dans votre éditeur. Juste pour l'éditeur, à la rigueur, vous pouvez même supprimer ça, si vous n'avez plus besoin. il va savoir que Mais sauf que le problème dans l'éditeur, quand vous cherchez les feuilles de style, il va pas retrouver les feuilles de style. Donc on va l'utiliser les deux. Donc vous utilisez href, mais après Teamleaf, quand vous lui dites href, automatiquement il va remplacer l'attribut href ici. Il va le remplacer par celui-là. comment il va savoir que ce dossier CSS se trouve dans ce dossier? Oui, c'est par défaut. D'ailleurs, c'est quand vous lancez d'ailleurs, index.html. Comment il a su que index.html se trouve dans statique? C'est parce que dans le Spring Boot, quand il configure la base du document web, pour lui, c'est statique. C'est-à-dire les ressources web, généralement, c'est dans statique. Parce qu'il est configuré par défaut. Alors ça, c'est la première des choses. La deuxième, donc on va utiliser ici quelques divs. On va ajouter un div, on va mettre classe égale container. Alors plutôt pas container, mais on va utiliser call empty6. Alors ici, donc on va utiliser donc div classe égale par exemple panel info. On va utiliser un autre div classe égale panel heading. Donc ça c'est authentification. Et après on va utiliser un div. Voilà. Classe égale panel body. Slash div, on va le mettre ici. Après, formulaire. Et après label, on va utiliser classe égale c'est control label. Et ici classe égale form control. Form control. On va ajouter placeholder ici. Your username. Your username. Alors on va faire la même chose. À mon avis, on va faire copier tout ça. Mais on va ajouter la classe également. Classe form group, n'est-ce pas? Alors je crois que vous êtes entraîné maintenant avec ça, on réutilise. Donc ça c'est le... Je fais CTRL-C, CTRL-V, et je change ici. Password, type password, name password, your password. Les inputs, on ajoute la classe DTH. Les Pour inputs, on ajoute la classe
Oui. Alors pour le bouton, on va ajouter classe égale btn espace btn primary. btn primary. Alors je n'ai rien changé, je n'ai ajouté que des feuilles de style CSS de Bootstrap. On voudrait rendre un peu les choses plus jolies comme ça. Mais vous allez voir qu'au départ, ça ne va pas marcher. Regardez. Ah, ça n'a pas marché. Mais regardez, si vous regardez les outils de développement, vous allez comprendre quelque chose. Alors regardez, quand j'appelle login, regardez, login, regardez, bootstrap min, et après il vous dit, il va encore vers login. Je vois qu'il a fait appel à login combien de fois? 2 fois. Alors qu'est-ce qui peut m'expliquer ça? Non, c'est pas TeamLeaf qui fait ça. Quel est le problème? Il l'a pas trouvé. C'est pas qu'il l'a pas trouvé. C'est pas, il n'a pas le droit de le charger. Alors regardez ce qui se fait quand vous appelez login. Il ramène la page login. Mais que dans login, il trouve que vous appelez un fichier bootstrapmin.css. Il va envoyer une autre requête. Il est là pour récupérer min.css. Or, vous avez interdit l'accès à toutes les ressources parce que vous n'êtes pas encore authentifié. Donc quand vous allez vers le fichier .css, qu'est-ce qu'il fait? Vous n'avez pas le droit, il vous redirige encore vers login. Ce qui explique pourquoi ici vous avez un login. Alors maintenant, il faudrait autoriser ces ressources-là. Alors ce qu'on va faire pour régler ce problème-là, il faut à nouveau aller vers Security Config et on va ajouter. Alors on va ajouter point add. Comment dire? C'est. Monsieur, si on ajoute le fichier .htaccess au niveau du dossier CSS, ça va pas marcher aussi. Non, htaccess, c'est juste une autre couche en plus. Mais si tout est réglé là, on n'a plus besoin de le faire. Alors vous allez ajouter donc add matcher. Alors en fait, dans add matcher, vous spécifiez quelles sont les ressources que vous voulez autoriser. Alors ici donc add matcher. Ici vous mettez CSS slash étoile. Alors vous utilisez dans le matcher, vous utilisez 2 étoiles. Alors si je ne me trompe pas, slash étoile, oui. Donc il faut faire ça. Donc ici slash CSS slash étoile, virgule, slash JS. La même chose pour JavaScript. Quand vous allez utiliser Angular, il faut slash JS slash les images. Si vous avez des images, il faut les mettre. Sinon, il faudrait faire un matcher qui permet de toutes les ressources dans slash statique, il faut les autoriser. Mais je préfère que vous maîtrisez, pour vous maîtriser bien ce que vous faites, vous dites voilà, j'autorise. Comme ça, vous êtes sûr quelles sont les ressources que vous autorisez sans passer par l'authentification. Alors ici, donc, on peut mettre par exemple slash, si vous avez des images, slash étoile. Oui. C'est bon? Alors tout ça, vous mettez permit all. Alors. Comment? Non? Non, c'est pas un tableau parce que vous avez string 2 points. Vous savez, dans Java 8, vous faites dans Java, quand vous mettez un paramètre de type string 2 points, c'est un tableau de string.
Donc, ça devrait se trouver dans Authorize Request, parce qu'il est, il est mal placé ici. Donc, c'est-à-dire ici. Point. Match. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? And. Match. Add. Ah, anti-matchers, oui. Point permit all. Alors, vous avez donc ici point permit all, point any request authenticated, etc., etc. Vous pouvez ajouter ça. Alors, ça, c'est également un petit détail donc, qui est important. Alors, parfois, vous pouvez passer beaucoup de temps, mais j'aurais dû ne pas démarrer le serveur avant. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez vous authentifier, d'ailleurs, je vais revenir, je vais vous le montrer tout à l'heure. Alors, vous authentifiez, cette fois-ci, ça marche bien. Donc, vous avez le formulaire qui est là. Bon, on n'a pas respecté le... Alors, pourquoi on a... normalement, on a donné MD6, il devrait occuper que la moitié. N'est-ce pas? Alors, si vous mettez ça, donc vous avez les holders ici. Your username, your password. Donc, il faut utiliser un container. Call MD6. Call MD6. Oui. Parce que, en fait, ça, c'est la résolution. Mais je dois utiliser la même chose ici, call SM. Call SM6. Parce qu'en fait, la résolution, comme j'utilise un vidéoprojecteur, donc j'ai réduit la résolution. Pour lui, c'est medium. Il n'est plus sur... il est sur plutôt la taille d'une tablette. Oui, j'ai déjà réduit la résolution. Donc c'est pour cela que ça n'a pas trop marché. Donc c'est-à-dire, il suppose que maintenant la taille de l'écran pour moi c'est une tablette. Donc c'est pour cela qu'il a pris 12. Parce que je n'ai pas spécifié. Maintenant, si on spécifie ça, vous voyez donc il a pris 6. Alors on a juste besoin de faire un spacer. Non? Oui, tout ce qui est serveur, côté serveur, il faut redémarrer. Mais vous avez des ressources statiques? Non. Alors je vais ajouter un autre fichier CSS que je vais appeler mystyle.css. Ici, c'est la même chose, c'est mystyle.css. Il n'est pas encore créé, on va le créer. mystyle.css. On va le déplacer. Alors, on va mettre donc point spacer. Alors, margin top. On va mettre 20 pixels. On va le déplacer vers statique. Il est où? Il est là. On va le mettre là. Voilà. Il est là. Bien. Alors, nous avons le formulaire d'authentification. Alors, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'est ça. Si on avait désactivé ça, c'est-à-dire si on avait désactivé cette partie-là. Bon, on a déjà vu le problème. C'est-à-dire on n'a pas le droit d'accéder aux ressources.
Vous voyez, ça n'a pas marché. Mais regardez ce qui se passe. Quand vous allez vous authentifier, il va s'authentifier, mais après, regardez ce qu'il vous affiche. Il vous affiche bootstrapmin.css. Alors, l'explication, on a déjà donné l'explication. C'est-à-dire que lui, il a chargé le formulaire d'authentification, il a besoin de la feuille de style, il va vers la feuille de style, il n'a pas le droit, il l'a encore redirigé vers login, et il sait très bien que la dernière ressource que vous avez demandée, c'est bootstrapmin. Mais une fois que vous êtes authentifié, il va vers la ressource, ce qui explique pourquoi il vous affiche ça. Alors en tout cas, vous pouvez passer beaucoup de temps à comprendre ce phénomène. En tout cas, moi, comme ça m'est arrivé la première fois, j'ai passé 2 journées pour comprendre qu'à un moment donné, c'était quoi le problème. Alors maintenant, si vous revenez si vous faites précédent, regardez, vous actualisez, ça marche. Pourquoi? Parce que maintenant, il a le droit. Alors, donc, on a créé la page d'authentification. Maintenant, on va créer une page pour saisir un utilisateur, plutôt un étudiant. On est déjà midi, donc on va s'arrêter. Alors, la suite, c'est pour l'après-midi. Alors,